Ok, donc, encore bonsoir, chers apprenants. Nous allons continuer toujours notre cours législation sur l'eau, la forêt et l'environnement avec véritablement notre première leçon qui est concept et principe du droit de l'environnement. Donc, ce cours a pour objectif d'apprentissage est de vous donner les bases fondamentales du droit de l'environnement. Donc, de pouvoir maîtriser tout ce qui est définition, caractère spécifique, concept et principe du droit de l'environnement. Donc, il sera structuré en 5 sections: définition du droit de l'environnement, les sources du droit international de l'environnement, les acteurs du droit de l'environnement, concept du droit et principe du droit. Pour introduire ce cours, nous pouvons dire que le droit de l'environnement est un assemblage de dispositions de toute provenance, c'est-à-dire que ce soit du droit interne que du droit international. Et il y a une implication entre tout ce qui est droit privé et droit public. Mais malgré ces diversités de sources-là, le droit de l'environnement est une branche autonome du droit. Donc, pourquoi on dit que c'est une branche autonome du droit? Parce qu'il a une finalité. En fait, la finalité de ce droit-là, c'est la protection de l'environnement. Et il a des principes spécifiques. On va parler peut-être du principe de précaution, le principe de pollueur-payeur, le principe de prévention. Tout ceci-là permet de le distinguer des autres types de droits. Donc, comment nous pouvons définir l'environnement? Il y a deux manières de définir l'environnement. On peut le définir par rapport à l'objet ou par rapport à la finalité. Si on veut définir le droit de l'environnement par rapport à l'objet, donc on va définir qu'est-ce que c'est que l'environnement d'abord. Donc, la définition de l'environnement, donc une des premières définitions de l'environnement au niveau des anglo-saxons, c'était il définit l'environnement comme les conditions naturelles, que ce soit physique, chimique, biologique, et culturelles, tout ce qui est sociologique, susceptibles d'agir sur tous les êtres vivants et les activités humaines. Donc, c'est un peu comme ça qu'on définit pour la première fois le terme environnement. Mais c'est à la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages au niveau des activités dangereuses qu'on va avoir une définition qui va être admise un peu par tous. Donc, ici, au centre de la présente convention, l'environnement comprend les ressources naturelles, abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et les interactions entre ces mêmes facteurs. D'abord, l'environnement aussi comprend les biens qui composent l'héritage culturel et les aspects caractéristiques du héritage. Donc, voici un peu cette définition-là qui va essayer d'englober. Donc, on garde un peu cette définition-là pour la suite. Donc, ici, on peut dire le droit de l'environnement, c'est un droit pour l'environnement ou c'est un droit à l'environnement. Donc, on a deux concepts, c'est-à-dire le droit pour l'environnement, c'est quoi? L'idée, c'est de restituer l'environnement comme à l'origine. Donc, l'idée est de restituer les choses dans l'équilibre écologique. Donc, la conception du droit pour l'environnement est donc ambitieuse avec pour finalité particulière qui lui est propre de restituer l'environnement. Par contre, le droit à l'environnement, c'est l'homme. On dit l'homme a droit à un environnement. Donc, c'est une approche différente. Elle est née de la déclaration de
Stockholm en 72. C'est le premier principe. Donc, le premier principe dit quoi? L'homme a droit à un environnement qui est sain. Donc, la qualité de l'environnement est essentielle à la vie humaine et est une condition de l'épanouissement aussi de l'homme. Il y a aussi l'obligation pour chacun de protéger l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on doit pouvoir léguer cet environnement-là pour les générations futures. Comme nous avons bénéficié de l'environnement, on est en droit aussi de pouvoir laisser cet environnement-là pour la génération future. Donc, c'est un droit qui est assez jeune, qui est né depuis les années 70, parce que c'est quand il y a eu les grandes marées noires, quelques grandes marées, même Tchernobyl a eu en 80 de ça. Oui. Ouais, dans les grandes marées. Donc, tout ça a commencé à. Et ce droit a pris naissance. C'est un droit aussi foisonnant, c'est-à-dire il y a plusieurs textes internationaux. C'est un droit aussi qui est complexe parce qu'il évolue, les techniques avec le temps. C'est un droit aussi qui est transversal et c'est un droit qui est de plus en plus incitatif. Éco-taxe, éco-audit, tout et tout. Donc, ce droit-là est construit avec des mesures de protection. Il est construit avec des mesures de gestion et aussi des mesures de prévention. Donc, l'objectif même vise à quoi? À protéger la nature. L'objectif du droit, c'est protéger la nature, lutter contre les pollutions de tout genre et les dégradations ou la destruction de la dégradation et destruction de la ressource. Et on va dire que selon la charte mondiale de la nature, l'humanité fait partie de la nature. Donc, l'humanité même, c'est-à-dire les hommes font partie intégrante de l'environnement. Donc, ici, l'environnement est né par rapport aux problèmes environnementaux, le droit de l'environnement, donc que ce soit les problèmes atmosphériques, réduction de la couche, changement climatique lié aux gaz à effet de serre, pollution de l'air. Au niveau maritime, on a la pollution des mers et des océans. Au niveau terrestre, destruction de la faune, de la flore, destruction de la forêt, désertification. Et on a tout au risque aussi au niveau du transport aérien. Donc, tous ces problèmes environnementaux-là vont être pris en compte au niveau du droit de l'environnement. Quel mécanisme de protection de l'environnement vont citer? Donc, on peut citer 3 mécanismes de protection pour l'environnement. Le premier mécanisme, on a le droit, qui est principalement constitué des lois à portée environnementale et des déclarations des traités internationaux. Ici, ils vont définir les valeurs environnementales à préserver et à protéger. On a aussi la politique que nous allons mettre en place. Donc, la politique va déterminer les objectifs et les stratégies qui doivent être employés pour assurer le respect des valeurs environnementales en tenant compte de la situation économique et sociale, et culturelle d'un pays ou d'une région bien donnée. Et enfin, on a les instruments juridiques qui vont être utilisés pour atteindre les objectifs fixés par la politique environnementale. Donc, le mécanisme pour la protection de l'environnement va s'appuyer sur le droit, sur la politique, sur les instruments. Ici, encore du monde de droit. Quand on parle du droit, on a le code, c'est-à-dire le code de l'environnement, le code forestier, le code de l'eau. On a la politique même que le gouvernement va impulser. Et on a des instruments, c'est-à-dire tout ce qui est instrument, OIPR, IAPOL, encore, l'AND, Agence nationale pour l'environnement, doit tout être. Oui. Ici, il n'y a pas besoin que la politique environnementale est dissociée des déclarations et des traités internationaux majeurs. Oui, elle est dissociée, mais va s'appuyer sur ça. C'est-à-dire, c'est les traités
en fait, les principes, en fait, ces déclarations-là, ils vont impulser un peu la politique. Parce que quand vous allez à un congrès où on parle de développement durable, on dit qu'il faut avoir des précautions. Donc, les États vont se sentir obligés maintenant de créer des ministères de l'environnement. Et à partir de là, maintenant, de pouvoir mettre une politique en place. Pour le gouvernement, il y a des politiques sur 10 ans, sur 30 ans, une politique nationale pour la protection. Et on va créer des instruments. Donc, au niveau des sources, ici, on a deux types de sources. On a les sources au niveau interne, tout ce qui est loi et décret pour les pays. Et à l'international, on a les traités, les droits coutumiers, les principes généraux, la jurisprudence et la doctrine. Ils vont être source du droit international sur l'environnement. Donc, je dis quoi? On a les traités, droits coutumiers, principes généraux, et on a les résolutions et déclarations. Allons-y sur les traités. Donc, pour définir les traités, on dit que ce sont des accords régis par le droit international et conclus soit entre des États, et des organisations internationales. Et ces traités-là peuvent avoir différents noms. On parle de traités, on parle de conventions, engagements, accords, protocoles, mémorandums. Mais on dit le nom importe peu, c'est le contenu qui est le plus important. Donc, l'élément fondamental au niveau des traités, c'est qu'on veut rendre le document obligatoire. On peut rendre ce traité-là obligatoire, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, la partie principale du traité est composée de règles qui vont définir les obligations des parties et les mesures d'application. Comme vous voyez actuellement au niveau de la COP sur le changement climatique, on a demandé quoi de réduire de combien de pourcents les gaz à effet de serre pour pouvoir faire baisser la température. Sinon, on va passer à plus 5. Donc, c'est tout ça. Mais on peut les rendre obligatoires, mais ce n'est pas toujours évident. Bon, au niveau du droit coutumier des principes généraux, on dit que le plus souvent, ce sont la coutume, c'est-à-dire, ça c'est une source non écrite, constitue une autre méthode de création du droit international. Donc, le comportement même des États, à travers le temps, va créer une pratique qui va être généralisée dans le temps. Donc, voici les éléments constitutifs du droit coutumier. On a la pratique générale comme élément matériel de ces règles, et on a le fait que les États même les acceptent comme étant un droit. Donc, ça va créer, en fait, ça va créer la coutume. Oui. À ce niveau, est-ce que moi, je suis un peu d'identité? Par exemple, on a un pays comme la Norvège, qui a assez de neige, Ce sont, oui, des types de pays porteurs des valeurs du développement durable. Pas tant. Ils ne sont pas dans inclus, on peut loger à la même réalité comme un pays qu'on a pas de droit. Qu'est-ce qu'une coutume dans un pays comme la Norvège peut avoir avec un pays comme la Norvège? Non. Et c'est quand je parle de coutume, c'est-à-dire coutume dans l'application, ça veut dire quoi? On se dit, normalement, quand on prend le fleuve Nil, et on y pense à trop, non, c'est pas ça. Bon, mais il reste plusieurs pays. Donc, normalement, la coutume, c'est de ne pas faire des activités qui vont peut-être, des activités en amont qui vont impacter
en fait, ceux qui sont navals. Donc là, bon, ça fait vraiment un coup de passe de toi. Quand tu ne peux pas bloquer forcément, tu dois d'abord bloquer forcément ce coup d'eau-là. Donc, ce n'est pas écrit avant, mais en fait, quand je parle de coutume, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est pas la coutume, en fait, que coutume culturelle, en fait, mais ce sont des pratiques que les États vont, voilà. Si je fais une activité qui est susceptible de dégrader peut-être ici le sol, le sous-sol, mais tu ne vas pas seulement impacter mon pays, mais tu vas impacter aussi les voisins. Bon, je vais les avertir peut-être aussi. Un peu ça en termes de. Mais c'est ça que le droit, c'est un droit qui est très lourd. C'est-à-dire ça, ce sont les concepts, on dit beaucoup de principes dessus, mais en réalité, pas, ne pas du tout. On va voir même ici, avec les résolutions et les déclarations. Ici, quand on parle de résolution, on a les résolutions qui sont obligatoires, mais on dit elles peuvent être obligatoires et peuvent créer une loi dure pour les États membres. Et on a les résolutions qui sont non obligatoires. Mais pour avoir une résolution obligatoire, c'est vraiment difficile. Parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, au niveau des résolutions obligatoires, on dit qu'il n'existe que 3 organisations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement qui ont ce pouvoir-là. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Organisation de coopération et de développement économique et l'Union européenne. Donc, ces 3 organisations-là, ils peuvent prendre des résolutions à caractère obligatoire. Sinon, on a les résolutions non obligatoires, elles peuvent être classées en 3 catégories. La première, on a les recommandations normatives. C'est quand on finit de faire un colloque ou bien une conférence, on a ce qu'on appelle des résolutions. Donc, on va prendre, mais qui ne vont pas créer de règles obligatoires, mais qui vont proposer des règles de comportement et des normes standards. On propose, donc, ça, c'est les résolutions normatives. On a aussi les déclarations de principe. AG2. Donc, on a aussi les déclarations de principe. Quand on va arriver sur les principes même des droits de l'environnement, tous les principes, l'homme a droit à un environnement, donc des principes. Mais ces principes-là permettent, elles établissent les lignes directives que les États devraient suivre. Ces principes-là vont influencer en fait, les États doivent mettre en place une politique même de protection de la vie. Quand on parle du principe de prévention, on doit prévenir les principes même de précaution. Et on a tout ce qu'on appelle les programmes d'action. Les programmes d'action, quand on prend au niveau de la conférence de Rio, on a l'agenda de TMO, on a mis en place des actions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de la conférence sur l'environnement 72, on a le plan d'action pour l'environnement. On a essayé de décliner. Donc, les programmes d'action sont la traduction des principes proclamés dans les déclarations en propositions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut vraiment? C'est vrai qu'on a fait des recommandations, on a eu des principes, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les programmes d'action. Donc tout ça est source de droit. À côté des sources du droit, on a aussi les acteurs. Les premiers acteurs, ce sont les États. Les premiers acteurs, ce sont les États. Dans le droit international, traditionnel a reconnu que seuls les États étaient acteurs dans les relations juridiques internationales. Donc, au départ, c'était seulement pour les États. Parce que c'est ces États-là qui, en tant qu'État, ont le pouvoir de pouvoir conclure des traités
de nommer ou de recevoir les représentants diplomatiques, d'octroyer leur nationalité aux individus selon les règles qui déterminent, de protéger leurs nationaux à l'étranger, d'adhérer aux organisations internationales et d'endosser la responsabilité internationale. Donc, au départ, c'était les États essentiellement qui étaient acteurs au niveau du droit international sur l'environnement. Mais au fil du temps, avec la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que les institutions internationales intergouvernementales aussi peuvent jouer aussi un rôle dans la protection de l'environnement. Donc, aujourd'hui, il est admis que les institutions internationales intergouvernementales sont des acteurs de la vie internationale, au même titre que les États. Le PNUD, on a différents organismes internationaux dans ce cas-là. Aussi, les individus même et les ONG sont partie prenante aussi au niveau des acteurs du droit de l'environnement. Donc la question s'est posée que est-ce que les individus ou les groupes non étatiques pouvaient également devenir sujets de droit international? Et on voit qu'au niveau de la protection de l'environnement, on a les grandes ONG qui vont influencer vraiment sur la politique des pays. Comme l'Union mondiale pour la nature, qui a été créée en 1948. On a des ONG qui influencent vraiment sur la protection. Donc, en définitive, on dit traditionnellement, c'était sur les États qui étaient considérés comme des sujets de droit international. Il est désormais communément admis que les institutions internationales intergouvernementales sont aussi des acteurs ayant des responsabilités internationales, ainsi que les individus et les ONG qui disposent de droits, de nombreux droits au regard des droits internationaux. Les concepts, c'est-à-dire pouvoir créer, pouvoir s'appuyer sur différents types de concepts. Le premier concept, c'est le développement durable. Ça, je sais que vous savez déjà, on va revenir plus dessus. Deuxième concept, le droit des générations futures. Vous savez, le droit des générations futures. C'est dans 100 ans, les générations futures. C'est dans 200 ans. C'est dans 20 ans, quand on parle des générations futures. Le patrimoine commun de l'humanité. Qu'est-ce qu'on appelle patrimoine commun de l'humanité? Qu'est-ce qu'on appelle patrimoine commun de l'humanité? Allez dire non. Oui. Bien. Et les responsabilités communes mais différenciées. Quand on parle de responsabilités, parce que quand on pollue la nature, on dit quoi? Qui est le plus grand pollueur? États-Unis, après Chine. Donc, et la Côte d'Ivoire dans ça. Donc, ce principe-là dit quoi? On a les responsabilités communes mais différenciées. Parce qu'on ne pollue pas la même enseigne. Voilà. Donc, si on commence avec les concepts, c'est tout ce qui on va laisser. Donc, on commence avec le développement durable. Bon, on dit c'est un concept qui a été énoncé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, au début, on appelait Sustainable Development. Et en 1987, quand on a publié le premier rapport sur notre avenir à tous, on a employé le terme développement soutenable, développement durable, développement viable. Et c'est après qu'on est tombé d'accord sur le terme développement durable ou développement soutenable. Maintenant, c'est quoi en fait les objectifs même de ce concept-là? C'est, quand on parle de développement durable, c'est quoi? Répondre aux besoins présents sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire à leurs besoins aussi. Donc, le concept, c'est ça. C'est-à-dire, développement durable, on doit pouvoir répondre à nos besoins, c'est-à-dire la nature, répondre à nos besoins, mais ne pas détruire
cet environnement aussi parce que les scientifiques aussi auront besoin de ces ressources-là. Donc, il y a 4 éléments qui vont se retrouver dans ce concept-là. On a l'équité entre les générations. Équité, c'est différent de quoi? Quand on parle d'équité, il est dans la différence de quoi? De égalité. Il faut faire un partage équitable. On n'a pas d'égal. Voilà. Donc ici, il y a l'équité entre les générations. Il y a l'utilisation durable de la ressource. Il y a l'usage équitable. Ou une équité entre les générations. Et il y a l'intégration. Mais ce concept-là même, on va s'appuyer. Voilà. Quand on parle de développement durable, c'est un développement qui est basé sur l'économie, sur le social et sur l'écologie. Donc, c'est à 3 piliers. Donc, c'est un développement qui doit être économiquement efficace, qui doit être socialement équitable et qui doit être écologiquement soutenable. Donc, c'est ces 3 piliers-là. Et puis, ça doit être en équilibre. On ne peut pas avoir l'économie efficace qui dépasse, non? Ça doit être équilibré. Quand ça doit être équilibré, voici. Et ce dessin là-bas, vous montrez, voici ça. Voici les 3 piliers. Vous avez le rouge, le jaune et le vert. Donc, c'est la théorie en fait, du paquet. Si on a un pilier qui est défaillant, on voit que l'équilibre là sera toujours au niveau de celui qui est défaillant. Donc, on doit avoir ces 3 piliers là. Donc, ici, ça vous dit quoi? Ça ne sert à rien d'avoir économiquement efficace et puis socialement équitable. C'est-à-dire on met en place une politique qui est économiquement efficace et puis socialement il n'y a pas d'équitabilité. Écologiquement aussi il n'y a pas la durabilité. Voilà. Droit des générations futures. Ça c'est un des principes. Dans le principe, l'énoncé du principe affirme au niveau de la déclaration de recommencement 12, l'homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Et on ajoute que les ressources naturelles doivent être préservées dans l'intérêt des générations présentes et à venir. Donc, le 3e principe de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement établit un rapport entre le droit des générations futures et le droit au développement, en précisant que le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. Mais il se pose un problème quand on parle de générations futures, dans quelle date? Futur dans 20 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 50 ans. Donc, il y a eu plusieurs chercheurs qui se sont posés la question. Quelle est la définition de la génération future? À quelle échelle temporelle réfléchissons et donnons une limite à ce futur-là? Et qui a la légitimité pour s'exprimer au nom de ces générations futures? On ne sait pas ce qu'elles vont demander. Donc, ce sont des questions qui font une ouverture sur ce concept-là, génération future. On a aussi le concept du patrimoine commun de l'humanité. Donc, c'est un concept qui est fondé sur 2 anciens concepts. C'est-à-dire, on a une première chose qui est le res nullis, c'est-à-dire une chose qui inclut les animaux, les plantes et qui n'appartient à personne. Normalement, les animaux, les plantes qui sont dans la forêt, ça n'appartient pas à quelqu'un. Il peut être utilisé librement par tout le monde
et que chacun peut s'approprier. Donc, ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept comprend en droit international certaines parties de la surface de la Terre, la haute mer, de l'espace extra-atmosphérique dans son ensemble que l'on ne peut pas s'approprier puisqu'ils appartiennent à la communauté des nations. Toutefois, leurs ressources peuvent être utilisées par tout le monde. Quand on lance un satellite dans l'espace, qui est une mission géostationnaire, est-ce qu'on fait des poids avec le tout? Appartient, en fait, ce l'espace appartient à tout le monde. Quand on trouve une plante, on coupe, elles sont dans la plante. Mais le concept du patrimoine, le patrimoine commun de l'humanité va dépasser en fait, ces deux concepts-là. Pourquoi? C'est-à-dire, l'idée générale, l'idée à la base de ce concept-là est l'intérêt général de l'humanité. On prend peut-être, comme exemple, les pyramides égyptiennes. C'est bien vrai que ces pyramides-là se trouvent en Égypte, mais font partie du patrimoine commun de l'humanité. Donc, on dit, l'idée à la base, c'est-à-dire, lisez bien cette partie-là, puis après, le projet qu'on va peut-être discuter un peu dessus. L'idée à la base de ce concept est que l'intérêt général de l'humanité devait être protégé par des régimes juridiques spécifiques appliqués à des régions ou des sites déterminés. Exemple, le fond de la mer et son sous-sol, l'Antarctique, la Lune, l'orbite géostationnaire, mais aussi les régions, les sites et les monuments que l'on peut considérer comme des éléments essentiels du patrimoine culturel de l'humanité. C'est vrai que c'est localisé dans un pays, mais ça n'appartient pas à ce pays, ça appartient à toute l'humanité. Oui. Non, ce n'est pas utopique. C'est pas la presse. Il y a la règlement. Non. Je vois mal, pourquoi je dis ça? Pour revenir à l'actualité, je vois mal la Russie qui est son sous-sol gagné. Non, ça n'a rien à voir avec. Non. En fait, ça n'a rien à voir. On dit qu'ils ont un intérêt. C'est-à-dire, regardez ici. On dit l'intérêt général de l'humanité. C'est-à-dire, ce n'est pas en termes pécuniaires, en fait. C'est-à-dire un patrimoine culturel de l'humanité. Même quand on dit que les djihadistes avaient détruit à Tombouctou, en fait, le mosquée qui datait du. Voilà. C'est-à-dire, ça appartient à un patrimoine commun de l'humanité. Voilà. Mais pas en termes de ressources naturelles. Non. Pas en termes de ressources naturelles. Donc, je pense qu'il y a deux exemples même. On dit ce concept est la matérialisation de l'intérêt général de l'humanité et est étroitement lié aux droits de l'humanité future. Puisque les valeurs, je pense qu'il y a deux. Voilà. Donc, le patrimoine commun de l'humanité peut être administré par une autorité spéciale, comme l'autorité internationale du Fonds des mers créée par la Convention de 82, puis le droit de la mer amendé avec un accord de 94. Donc, ça, c'est une autorité spéciale. L'Antarctique même, elle peut être administrée en commun avec des pays d'État, comme l'Antarctique. Donc, on crée, on fait des pays se mettent ensemble et puis ils essayent d'administrer ça aussi. Ou bien individuellement, en fait, il peut être administré par des États individuellement sous la supervision d'un organisme international, comme les États culturels et naturels dans le cadre de la Convention de l'UNESCO. Quand on dit que l'UNESCO dit ce site-là est patrimoine culturel, donc c'est ensemble en fait. Voilà, c'est ensemble. Bon.
Ok. Donc, on a l'autre concept aussi, responsabilité commune mais différenciée. Au niveau du principe 7 de la déclaration de Rio, ce principe-là déclare les États doivent opérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les États ont des responsabilités communes, mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable. Compte tenu des pressions que leur société exerce sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent. Donc, on pollue l'environnement, mais pas à la même échelle et à la même vitesse. Donc, il y a une responsabilité commune, mais qui est différenciée. Donc, cette responsabilité-là comprend deux éléments. Le premier élément se rapporte à la responsabilité commune des États en matière de protection de l'environnement. Et la deuxième traite de la nécessité de tenir compte des circonstances différentes de chaque problème écologique et de la capacité de chaque État aussi. Dans l'application de ce principe-là, fait ressortir deux conséquences. Première, il demande aux parties de participer aux mesures internationales destinées à contrôler les problèmes écologiques. Donc, on doit pouvoir avoir des études pour pouvoir contrôler les problèmes écologiques. Mais aussi, il retient que les normes environnementales peuvent imposer des engagements différents aux États selon leur degré de responsabilité. Voilà. Selon leur degré de responsabilité. Donc, on dit que ce principe-là, bon, on reconnaît qu'il existe entre les États deux inégalités de fait. L'une relative aux ressources financières, l'autre aussi à la responsabilité. Autrement dit, il y a une inégalité économique qui est réelle, mais aussi il y a une différenciation du degré des obligations juridiques. Ce n'est pas tout le monde qui pollue à la même échelle, et puis ceux qui polluent plus normalement du fait contribuent un peu plus. Donc, on dit ce principe-là, ce concept-là constitue donc un principe politico-juridique original, car il permet de rééquilibrer les rapports. On dit la télévision parce que vous, j'espère que j'ai. Ok, d'accord. Ça permet de rééquilibrer les rapports entre les États dans la balance internationale du droit du développement durable. On dit les fiables, pragmatiques, novateurs, judicieux, et ouvrent des perspectives intéressantes de consolidation du droit international du développement durable. Ok. On parle de pollueur et pollueur, oui. Il paye pour faire quoi? Deux, est-ce que vous pensez que ce concept-là ne mériterait pas d'être élu? Parce que si tu dois polluer, Pour les parler. tu payes, est-ce que forcément, moi, ça va, sur la condition que. Est-ce que ça va influencer en fait tes pratiques, c'est ça? Est-ce que ça va influencer tes pratiques? Le réchauffement climatique? Réellement, ce que je vais faire comme sur le financement. Oui, quand tu payes, normalement, ça va contribuer à mettre en place des politiques, le reboisement, pas des fonds en fait. En fait, quand on parle du principe du pollueur, on va le voir ça dans notre code, dans le code de l'eau. Il y a ce principe-là, mais il y a le principe du prélèveur-payeur. C'est-à-dire, celui qui prélève en fait la ressource, bon, ce n'est pas forcément qui pollue, mais celui qui prélève la ressource, il doit aussi payer. Et ça, c'est beaucoup dans le domaine de l'eau. Si vous préservez
Celui qui préserve la ressource aussi paye. Miss Cécilia, il y a une autre qui est venue. Oui, monsieur. Ça va? C'est pas trop rapide, vous me suivez un peu quand même? Oui, monsieur, je vous suis. Ok, Ça va. d'accord. Ça va. Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly. Oui, monsieur. Oui, ça va, vous me suivez un peu? Oui, ça va, monsieur. Oh, d'accord. C'est quand? Oui, ça va. Ça va. Yéo. Ouais, mais moi, je voulais quand même réagir sur le principe pollueur-payeur. Oui, le principe pollueur. Mais le principe pollueur, bon, ici, on a touché les concepts. Hein. Oui. C'est au prochain cours qu'on va voir les principes, même, c'est-à-dire ce qui est pollueur-payeur, préleveur-payeur, le principe de participation. Mais si tu as quelque chose, tu peux toujours dire. Vas-y, je t'écoute. Ok, d'accord. Donc, je réserve la question pour la prochaine fois. Alors. Voilà, quand on va bien, Ok, c'est d'accord. voilà, ce principe-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on a eu une première leçon qui nous a donné des notions basiques sur le droit, hein, globalement, tout ce qui est loi, texte, réglementaire, décret, arrêté, ordonnance, tout ce qui est texte communautaire, tout ce qui, et au niveau des sources aussi, les sources écrites, les sources non écrites. Et après, nous avons introduit en fait le droit international sur l'environnement. Nous avons essayé de définir ce droit-là. Nous avons essayé de donner les sources de ce droit, les acteurs de ce droit-là, et nous avons aussi donné les concepts qui sont les fondements de ce droit. À la prochaine séance, nous allons voir les principes, hein, les principes qui vont vraiment régir ce droit de l'environnement. Donc, rendez-vous est pris pour le jeudi après-midi. Donc, je vous invite à être sur la plateforme pour commencer à faire les quiz. Hein, faites les quiz et puis tout ce qui est sur la plateforme. C'est bon? Allô, c'est bon? D'accord, monsieur. Ok, d'accord. Allez, donc on est à jeudi. Ok, Ok, bonne allez, soirée, professeur. monsieur. Ok, allez. Ça va, vous, docteur. Oui, merci. Ok.